On va commencer, je dirais aux personnes qui ne sont pas encore installées de ce soir, s'il vous plaît. Du coup, on est ravis d'avoir autant de monde ce matin. Je pense que c'est une première d'avoir l'amphi aussi rempli. Je me présente du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, Naomi Dakelsi, je suis chargée de mission au pôle Pépite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pépite c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui en gros est un dispositif au sein de l'université qui existe depuis 4 ans et qui permet du coup à vous étudiants et jeunes diplômés de monter votre entreprise ou votre association en parallèle de vos études. Aujourd'hui, c'est Manon, qui est du coup étudiante entrepreneur, qui va présenter le Café Sans Filtre. C'est pas un exercice facile, donc je vous demanderai d'être gentil avec elle, et participatif. On a également 4 invités qui nous font le plaisir d'être là ce matin et qui viennent nous parler de leur expérience en tant que chef d'entreprise et dans le monde de l'entrepreneuriat. Et on a aussi des étudiants entrepreneurs qui présenteront leurs projets. Donc le sujet d'aujourd'hui, études de marché, est-ce que c'est utile ou futile ? Je ne sais pas si ça vous parle tous, l'étude de marché, mais du coup, Manon redéfinira un peu les termes. Notre président, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui font partie du dispositif Pépite et qui nous permettent d'exister, de proposer les formations, les ateliers et l'accompagnement à nos étudiants, les membres fondateurs, tous nos partenaires, et puis bien sûr les tuteurs et tutrices aussi qui accompagnent nos étudiants pendant toute l'année. Et je vais laisser maintenant la parole à Manon. Bonjour. On peut applaudir Manon. Donc merci à tous d'être venus pour la deuxième édition du Café Sans Filtre, qui va parler de la thématique, comme Naomi l'a dit, l'étude de marché utile ou futile lors de la création d'un projet. Donc voilà, je rappelle le programme. Donc pour commencer, je vais passer la parole à mes camarades de Pépite pour qu'ils présentent brièvement leur projet. Après, je parlerai vite fait de l'étude de marché et on aura une table ronde avec les invités que je remercie d'être venus pour parler de leur expérience. Et on finira avec Café Croissant. Donc tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Manon Lecaire. Je suis en dernière année d'études de comptabilité-gestion à la CCI en alternance. Et j'ai rejoint Pépite, la promotion Pépite 2022, il y a quelques mois parce que j'étais porteuse d'un projet. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une carence en Macédonie pour les maillots de bain, que c'était dur de s'en trouver, des maillots à la mode, avec des prix abordables et tout. Donc j'ai décidé de créer ma propre marque et ma volonté c'est de valoriser la féminité et de promouvoir la diversité corporelle. Donc j'ai créé ma marque qui sera inclusive. Et voilà. Et là je vais passer la parole à mes camarades Pépite. Bonjour, moi je m'appelle Marine, je suis en première année de licence économie-gestion à l'université. Moi, je suis porteuse d'un projet, j'adore l'environnement et la pâtisserie, et quand on met les deux ensemble, ça fait de créer une pâtisserie en vrac au goût local, et qui est inclusive également pour tous les régimes alimentaires, donc les problèmes, tout ce qui va être allergie, ou les intolérances, ou même tout ce qui est végétarien ou vegan. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Arantine Fleureau, je suis en deuxième année de BTS Tourisme au lycée La Pérouse. Moi, soucieuse de l'environnement et voulant développer un tourisme local et durable, j'ai pour projet de créer un écolodge. Le type d'hébergement que je souhaite proposer est un hébergement insolite. Ça serait des tiny house et ces tiny house seraient à thème en lien avec la lithothérapie, le fait de se soigner avec des pierres précieuses. Voilà. Merci.
Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Rosiana, je suis en deuxième année en LEA, anglais espagnol, et en fait mon projet, contrairement à mes deux camarades qui viennent de se présenter, c'est clairement un peu personnel. En fait j'habite sur Païta, et sur Païta, pour ceux qui habitent aussi sur Païta, vous savez qu'il n'y a rien du tout pour s'amuser, aucun lieu de divertissement. Et moi en fait mon but ça serait de créer justement une boîte de nuit sur Païta, pour merci pour je vois que j'aurai beaucoup de clients, c'est déjà ça. Et puis pour pouvoir s'amuser, pour que tout le monde puisse s'amuser, et oui, s'amuser tout simplement. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphanie Palumbo. Je suis titulaire d'un M2 de droit privé de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai également un DU en médiation, donc je suis médiateur. Et dans ce contexte difficile que nous vivons, la société est en crise, j'ai décidé d'être entrepreneur et de rejoindre Pépite cette année pour mettre mes compétences au service de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour, moi c'est Nicolas Ginty et du coup notre particularité c'est qu'on a un projet à deux et on est en licence informatique en 3e année. Du coup moi c'est Rémi, je suis en licence informatique comme il a dit. Du coup notre projet nous c'est de créer un site web pour l'entraide en Nouvelle-Calédonie. Puis je te laisse finir. Du coup il y aura plusieurs catégories, comme par exemple il y aura des services entre particuliers ou encore la location de biens. Et on a également eu l'idée d'intégrer un système de points pour fidéliser les utilisateurs. Voilà. Merci d'avoir parlé et d'avoir... Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'étude de marché. Donc est-ce que quelqu'un sait ici qu'est-ce qu'une étude de marché ou on a déjà entendu parler? Levez la main si oui ou non. Vous connaissez? Ok. Donc l'étude de marché, c'est analyser l'offre et la demande sur un marché donné afin de permettre la mise en place de la stratégie commerciale de l'entreprise et d'un plan d'action marketing. En d'autres mots, c'est faire un état des lieux de ce qui existe déjà sur un marché, évaluer la potentielle concurrence, donc c'est-à-dire l'offre et la demande. Donc l'offre, c'est ce qu'il y a déjà sur un marché, la demande, c'est les clients. Et interroger les futurs potentiels clients pour savoir si on répond à une demande. Ça veut pour savoir si on répond à une demande bien existante. Et si le produit, on n'est pas à côté de la plaque et que ça répond vraiment à ce que les gens attendent. Donc l'objectif d'étude de marché, c'est de valider ou non l'idée auprès des futurs clients. Et voilà. Après, quel est l'intérêt d'une étude de marché? C'est pour évaluer la viabilité d'un projet. Donc quand on dit viabilité, on entend par là qu'il faut susciter l'adhésion de plusieurs parties prenantes, comme les partenaires, les clients, etc. Et c'est cette dynamique sociale qui va faire en sorte que l'idée est viable. Et ça aide aussi dans l'élaboration d'un business plan, de montrer qu'on s'est intéressé au sujet et aux parties prenantes de notre futur produit qu'on veut commercialiser. Et après, il y a l'étude qualitative ou quantitative. Donc ça, c'est deux types différents d'études de marché. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Ok. Donc l'étude quantitative, c'est une analyse de données financières, économiques et démographiques.
collecter des informations sur les consommateurs à grande échelle via des questionnaires en ligne, etc. Et l'étude qualitative, ça permet d'analyser et comprendre des phénomènes, des comportements de groupe, des faits et des sujets. Mais en d'autres mots, l'étude quantitative, c'est plus des questions fermées du type oui-non dans un questionnaire. C'est quantifiable, on peut faire des graphiques ou des données avec des chiffres, avec les réponses. Et l'étude qualitative, c'est vraiment pour avoir des réponses de qualité sur les questions. C'est plus des questions ouvertes où on laisse le consommateur, enfin le futur consommateur, donner son avis sur la chose. Et après, il y a des techniques pour les études qualitatives. Donc, on peut faire des entretiens, donc s'entretenir avec des personnes et poser des questions, et ça emmène à d'autres réponses ou de nouvelles questions, pardon. Il y a le focus group où on réunit plusieurs personnes et pareil, on parle du produit qu'on veut proposer, etc. Et il y a l'observation, donc si on est à la plage ou n'importe et on regarde le comportement des personnes, par exemple avec les maillots, s'il y a plus de personnes qui ont des maillots de bain de pièces ou d'une pièce, ça passe par l'observation et analyser le comportement des consommateurs. Ah ouais, après j'ai un petit exemple pour faire la différence entre études quantitatives et qualitatives. Donc, par exemple, si on veut savoir comment les réfugiés ont vécu leur arrivée en France, il vaut mieux faire une étude qualitative, c'est plus approprié, et pour savoir oui ou non s'ils ont bien vécu. Et si on veut savoir à quelle fréquence ils sont allés manger dans les restos du cœur ou n'importe, c'est mieux de faire une étude qualitative où ils donnent vraiment leur... quantitative, pardon, où ils donnent vraiment leur... oui, voilà, où ils donnent leur point de vue. Quel moyen, donc... Donc, quel moyen, c'est mener des entretiens, quelle forme de questionnaire, rester proche du terrain et des clients, avec la carte de l'empathie, et surveiller sa concurrence. Donc, ça permet de vérifier tout ça, la fiabilité des informations recueillies. Faut passer du temps sur l'analyse de marché, faut s'y imprégner, enfin, faut pas juste faire une étude de marché pour faire une étude de marché, il faut vraiment regarder les réponses des gens et leur point de vue. Et voilà. Il faut s'impliquer tout simplement dans l'étude de marché. Et conclusion, c'est ce que je disais, il ne faut pas produire une étude de marché juste parce qu'un dossier ou parce que quelqu'un demande de le faire, mais vraiment être conscient que l'étude de marché, c'est pour mesurer la température du produit que l'on va commercialiser. Donc c'est important. Et voilà. Ah oui, et ça c'est le QR code si vous voulez faire l'étude de marché que j'ai réalisée par rapport au maillot de bain, donc ça concerne plus les filles. Le QR code il est là, et ça donne directement au lien. Merci si vous le faites, ça me fera des points de vue en plus. Et on va passer à la table ronde, donc je vais inviter nos invités à venir. Donc on remercie les invités d'être venus pour parler de leur expérience. Donc je vais passer le micro à qui le veut en premier pour qu'il se présente et nous parle de l'expérience sur la thématique du genre. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Schuyler, je suis gérante de la société Clé en Main. Moi aussi j'organise la fête et les soirées, c'est le principe.
On est organisateur d'événements sur la société Clé en Main, où on s'occupe de tout ce qui est mariage, journée de cohésion, Noël d'entreprise, soirée d'entreprise. Et à côté de ça, j'ai aussi monté une société qui s'appelle Typo Factory, qui est un magasin qu'on a ouvert il y a 3 mois sur les quais, qui est un magasin en lien avec notre première activité, où on trouve beaucoup de choses sur le mariage, mais aussi des petits cadeaux, des choses comme ça. L'étude de marché, alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Il y a 30 ans, j'étais à votre place, j'étais étudiante en droit dans cette amphi. Et j'ai fait 6 années d'études en droit et en banque assurance. J'ai été directrice d'agence chez BNP Paribas à Nouméa. Et puis un jour, comme je gérais le comité d'entreprise, je me suis dit que c'était pas possible, il manquait vraiment quelque chose. Et du coup, j'ai monté la société Clé en Main pour aider les comités d'entreprise à organiser leurs événements. Alors, qu'est-ce que c'est un comité d'entreprise ? Chaque grosse société en Calédonie, à partir du moment où vous avez 49 personnes dans votre société, vous avez le droit d'avoir des délégués du personnel et un comité d'entreprise. Et ça aide à proposer des choses à vos collègues. Et du coup, c'est des gens qui sont élus et du coup qui organisent des soirées, des événements, mais aussi qui sont là pour aider quand il y a un coup dur, une maladie ou quoi que ce soit. Ils ont une subvention de l'entreprise pour accompagner les collègues et faire en sorte qu'il y ait un bien-être dans la société. C'est souvent des gens qui sont élus, mais qui ont on a quand même beaucoup de travail, et donc souvent sur une dizaine de personnes élues, il y a 1 ou 2 personnes qui gèrent ça, et on se rend compte que c'est du bénévolat, et on n'est pas forcément aidé. Et donc moi j'ai monté Clé en Main comme ça. Donc c'est pas vraiment une étude de marché au sens propre, comme ça a été fait sur les maillots de bain, mais c'était plutôt du vécu au quotidien, de se dire il y a un vrai manque d'accompagnement pour ces gens-là. Et idem pour la société Typo Factory, c'était des produits qu'on vendait dans le cadre de Clé en Main, mais qu'on vendait qu'à nos clients, puisque forcément ils venaient nous voir et on leur vendait les produits, et on s'est rendu compte que ces produits-là, c'était bien de les proposer à beaucoup de gens sur l'ensemble de la Calédonie, et donc du coup c'est comme ça qu'on s'est dit il manque ce produit-là, on va le créer. Voilà. Donc ça n'a pas été une étude de marché faite avec un protocole, avec des papiers, des questionnaires, mais plutôt un quotidien, des discussions entre amis qui se disent ouais, il y a un vrai manque là, et je me rends compte qu'il faut le créer, et on le crée comme ça. J'ai la société Clé en Main depuis 8 ans, et ça a bien fonctionné dès que j'ai démissionné de la banque, et ça se passe très bien aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour MMI2. Je m'appelle Laurent Chewin, je suis un professionnel du marketing et de la communication en Calédonie. Je donne des cours à l'UT de référencement notamment, au MMI2. J'ai, il y a 2 ans, quitté mon agence de communication pour m'intéresser un peu plus de près à l'entrepreneuriat, et notamment à l'entrepreneuriat numérique. Et sur la route, comme à peu près beaucoup de gens, je pense, qui s'intéressent au numérique, j'ai entendu parler des crypto-monnaies. Ça vous parle un petit peu? Et en fait, en m'intéressant aux crypto-monnaies, quand on a des copains autour de soi qui gagnent des sous à que quoi savoir en faire, forcément, ça intrigue. Et ça m'a amené à m'intéresser à l'investissement. Et en parallèle, vu que j'étais en train d'essayer de m'intéresser de plus en plus à l'entrepreneuriat numérique, et notamment dans l'entreprise dans laquelle j'ai rejoint Tilforge, où on s'intéresse beaucoup aux startups, j'ai beaucoup appris sur qu'est-ce qu'un marché et comment essayer d'aborder un marché, puisque si je prends l'exemple d'une startup ou n'importe quelle entreprise qui peut se lancer, c'est à peu près la même chose, mais pour une startup spécifiquement, dans la définition de la startup, c'est aller au plus vite à son marché. Et du coup, ça m'a amené à avoir une certaine compréhension de comment faire pour aller à son marché, et j'espère pouvoir vous exposer mon avis sur la question au niveau de l'étude de marché. Voilà.
Bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui? Ah, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui? Ah voilà une bonne nouvelle. C'est pas parce que vous aviez envie d'entendre parler d'entrepreneuriat, d'études de marché, etc. Ah si, quand même. Ok, vous me rassurez. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Aubin. Moi, j'ai jamais fait d'études de marché. J'ai pourtant créé 2 sociétés qui se portent très très bien, je dois dire. Donc je suis contente. J'en ai créé une en métropole qui s'appelle Mindset Leap et qui s'occupe plus particulièrement de formation et de gestion de carrière. Vous voyez, moi j'allais dans les entreprises toujours en tant que consultante et puis je faisais ce que tu nous décrivais tout à l'heure, je faisais des études qualitatives. Donc moi j'allais interviewer les gens dans les entreprises et puis j'allais leur demander comment ils se sentaient et puis comment ça allait au travail. Et puis souvent ils me disaient « Ah, ça va pas bien, mon manager est un con, mon patron c'est pareil, etc. L'entreprise ça va pas. » Puis jusqu'au jour où je leur ai demandé en fait « Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ça aille bien, vous, dans votre entreprise, dans votre poste ?» Là j'avais beaucoup de stupéfaction dans les réactions. Donc, du coup, j'ai créé cette entreprise. Pourquoi Mindset? Pour l'état d'esprit. Pourquoi Leap? Parce que c'est le saut et ça voulait dire de faire changer l'état d'esprit en fait et de dire qu'on devient un peu responsable de sa carrière. Et c'est un peu pour ça que vous êtes là aussi, si vous êtes intéressé à l'entrepreneuriat, c'est comment vous êtes responsable, vous, de votre carrière. Et puis à un moment donné, j'ai fait tout ça et puis j'ai voulu atterrir en Calédonie, non pas par... c'était un peu une opportunité. Et j'ai recréé une société qui s'appelle Atwork depuis février et qui s'occupe de formation, de gestion de carrière et de recrutement. Et donc je vois qu'il y a un gros besoin au niveau du recrutement, au niveau de la formation aussi. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes aussi. Donc j'apprécie énormément de pouvoir partager mes connaissances, de pouvoir partager des choses avec les jeunes. Et je vois que la moitié à peu près n'est pas totalement sur son ordinateur ou son téléphone, donc ça me rassure à peu près. Et voilà, donc études de marché aujourd'hui, je ne sais pas si, quand on entrera dans le vif du sujet, je pense que j'aurai probablement des choses à dire. Et c'est super intéressant d'avoir tous les points de vue de mes camarades ici. Et je serais ravie aussi d'entendre votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Xavier Benoît, je dirige une société qui s'appelle Bluescope Acier, qui est basée en Nouvelle-Calédonie, qui a deux usines en Calédonie, une à Nouméa et une à Koné, et puis une filiale à Port-Vila. On a réussi la prouesse de construire une nouvelle usine pendant la période de confinement, donc à distance. Ça a été quand même quelque chose d'assez surprenant, mais je me suis précipité la semaine dernière pour aller à Port-Vila, quand même toucher du doigt l'usine, savoir si elle n'était pas en caractère. Puis on a eu la chance d'avoir 2 répliques sismiques quand j'y étais, donc on a vérifié qu'elle tenait bien debout. Et puis on a d'autres filiales à Fidji. Voilà, donc on travaille l'acier sur des produits soit en B2B, soit en B2C. Et puis je vous expliquerai avec joie en quoi une étude de marché c'est futile, voire dangereux. Mais après, je peux vous expliquer aussi en quoi c'est indispensable. Merci pour vos présentations. Oui, on va passer directement à votre avis sur les études de marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment votre ressenti au quotidien et l'écoute de votre entourage qui va faire une vraie étude de marché plus que des calculs sur un papier. Moi, à mon avis, ça dépend. J'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, notamment pas mal de notions relatives à ce qui est investissement en général. Donc, ça dépend, on verra. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on vend. Moi qui vends des prestations et des services, c'est pas pareil que de vendre un produit. Tout à l'heure, quand tu parlais de maillot de bain, c'est un produit. Si demain, j'entendais aussi parler d'un éco-lodge,
c'est une prestation, mais il y a aussi dedans du produit. J'imagine que tu voulais vendre aussi avec des pierres semi-précieuses, c'est ça? Ok. Donc voilà, il y a une différence entre prestation et produit. Si je vends de la prestation, c'est quelque chose de l'ordre d'un peu intangible, qui va être directement lié aussi à la personne qui crée cette prestation. En l'occurrence, si je prends mon exemple, je suis consultante, donc c'est ce qui va faire ma prestation à moi, et je vais forcément connaître mes concurrents. J'étais sur un très petit périmètre, la Haute-Savoie, la Suisse et la région Rhône-Alpes, donc du coup je connaissais globalement bien mes concurrents, mais il y avait une énorme concentration de concurrence, donc c'est évident qu'il faut connaître les gens, ce qu'ils font, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points d'amélioration. Voilà, et je rejoins mon collègue, ça dépend. Je suis pas d'accord. Ça dépend pas. Dans l'entreprise, si vous ne faites pas des études de marché, et si vous ne faites pas de bonnes études de marché, et si vous fonctionnez uniquement sur l'espoir de votre talent et de votre pif, vous vous planterez. Vous vous planterez peut-être pas à chaque fois, mais vous vous planterez. Et planter une entreprise, elle peut ne pas s'en remettre. Une entreprise, c'est un organisme vivant, et qu'à un moment, quand l'organisme, on le maltraite, il peut mourir. Et donc, je peux largement développer. Et ce que je disais, l'étude de marché, ça peut être futile si c'est mal fait. Parce que si c'est mal fait, ça vous amènera à prendre de mauvaises décisions. On n'a pas, pour l'instant, eu le temps de développer quand est-ce qu'on fait une étude de marché. Donc, évidemment, c'est pas le matin en me levant, je me dis tiens, j'ai envie d'enquiquiner mon responsable commercial et je vais lui demander de faire une étude de marché, comme ça il me foutra la paix pour quelques semaines. Il faut bien réfléchir parce que faire une étude de marché, c'est du temps, c'est de l'argent. Et puis évidemment, ça va nous amener à prendre des décisions derrière. Mais l'étude de marché, on va la faire tout au long de la vie au quotidien de l'entreprise. Si je veux lancer un nouveau produit ou un nouveau service, voire même aujourd'hui un produit associé à un service, je suis obligé de faire une étude de marché. Je ne peux pas engager un processus d'innovation si je n'ai pas fait une étude de marché. Parce que je ne sais pas si la super idée qu'on a eue dans l'entreprise, elle trouvera son marché. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà des concurrents qui sont sur un marché pertinent, identique à ce que je veux lancer. Donc je suis obligé de le faire. Mais après, si j'ai des produits qui fonctionnent très bien, j'ai parfois des produits vache à lait qui marchent super bien et on n'a quasiment pas grand-chose à faire pour que le produit se vende. Mais en fait, c'est là qu'il faut que je fasse une étude de marché pour comprendre pourquoi ce produit il est sur le segment vache à lait, pourquoi est-ce que mes concurrents ne viennent pas me chercher sur ce produit ou sur ce service, et comment est-ce qu'il faut, dans les mois ou années à venir, faire évoluer mes produits pour que mon portefeuille de produits vienne à un moment remplacer ou compléter ou développer ce produit et ce service vache à lait que j'ai aujourd'hui. Et puis, ça a été dit dans la présentation que nous a faite Manon, mais elle a des bonnes références familiales, donc ça se comprend, mais l'étude de marché, c'est indispensable pour s'assurer qu'on est au plus près de ses clients. L'entreprise, elle vit par ses clients. C'est pas de la philosophie, c'est les clients qui nous font vivre, et donc il faut au quotidien comprendre comment fonctionnent nos clients, ce qu'attendent nos clients. Parfois même, ils ne savent pas forcément ce qu'ils attendent, mais ils sont capables d'exprimer des orientations qui fait qu'on va pouvoir faire évoluer. Et pour moi, l'étude de marché, alors je le redis, parce que moi j'ai vu des études de marché futiles qui pouvaient nous amener à prendre des décisions complètement folles, mais l'étude de marché, elle est indispensable si elle est bien faite. La vraie question qu'on a, elle est indispensable si elle est bien faite, et elle est basée sur des choses qui sont vieilles comme moi, l'offre et la demande. Comprendre l'offre et la demande. Si je ne comprends pas l'offre et la demande, je ne peux pas me positionner sur mes marchés. Donc ça, c'est vieux comme l'histoire du marketing. La question qu'on a aujourd'hui, c'est comment on fait évoluer les outils qui vont nous permettre de faire notre étude de marché. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez super performant sur l'analyse du chiffre. Calculer une moyenne, une médiane, un écart type, analyser la moyenne, la médiane et l'écart type. Ça fait partie des basiques, donc ça c'est certain. Ce que je disais à des jeunes qui sont en seconde, prenez maths si vous voulez faire du marketing, parce que si vous ne prenez pas maths, vous n'y arriverez pas. Donc c'est basé sur des outils vieux comme l'histoire du marketing. La question aujourd'hui, et en Calédonie particulièrement, c'est comment on est capable de faire évoluer nos outils
pour se différencier par rapport à nos concurrents. Et là, je n'oserais pas trop en parler parce que Laurent est beaucoup plus performant que moi sur le sujet. Mais quand je parle de l'évolution des outils, c'est comment je suis capable de capitaliser sur l'expérience client pour faire évoluer mon analyse d'études de marché. Et capitaliser sur l'expérience client, alors Laurent il est tellement spécialiste qu'il utilise des outils, moi je ne comprends pas toujours quand il explique, je suis obligé de réfléchir 3 fois après et de relire 10 fois ce qu'il nous a expliqué, mais après je me dis, c'est extraordinaire, et parfois super dangereux dans l'expérience client, parce que vous êtes tous beaucoup plus avisés que moi sur comment on est suivi et poursuivi quand on utilise Internet aujourd'hui et comment les entreprises sont capables de vous pister et de vous proposer des solutions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Mais aujourd'hui, dans la réalisation d'une étude de marché, je pense que cette réflexion sur les nouveaux outils, sans oublier les acquisitions sur les outils qu'on connaît déjà, elle est essentielle parce que c'est ça qui permettra de se différencier par rapport à ses concurrents. Alors, merci. Merci pour l'éloge. Je vais essayer un peu de mettre du cadre et du contexte au pourquoi on fait une étude de marché. Comme l'a dit Xavier, l'étude de marché, c'est un outil. L'étude de marché, comme elle a été définie par Manon, on parle d'une étude de marché, de l'outil l'étude de marché. Pourquoi on étudie un marché? Pour connaître le marché. Voilà. Pourquoi on a besoin de connaître son marché quand on lance un projet, quand on lance un produit, etc. Si on se penche sur l'investissement, c'est la notion de risque. Quand on lance n'importe quoi, en fait, on fait un investissement. Quand on lance une entreprise, c'est un investissement. Que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, quelle que soit la ressource, c'est voilà, un investissement. En investissement, si on prend, quand je me suis intéressé notamment aux crypto-monnaies, au trading, etc., la notion de base, quand on prend un trade, quand on va investir dans quelque chose, c'est justement le risque. Qu'est-ce que c'est que le risque? C'est le potentiel de gain versus le potentiel de perte. Voilà. C'est assez simple. C'est-à-dire combien on peut gagner potentiellement versus combien on peut perdre potentiellement. Que ça soit de l'argent, que ça soit du temps, de la ressource humaine, etc. Quand on sait ça, quand on définit ça, quand on se dit « Ok, je vais lancer une entreprise », eh bien, en fait, il faut établir le risque. Et comment on établit le risque? Eh bien, il y a plein d'outils. L'étude de marché en est une, mais il y a plein d'outils. Étude de marché futile ou utile, quand est-ce qu'on a besoin d'établir le risque de façon vraiment poussée, de façon... parfois on en a besoin, c'est demandé, notamment dans le cadre d'un business plan, c'est quand il y a de gros investissements. C'est-à-dire quand on a des gros investissements réalisés, qu'on a besoin d'énormément de réponses, des réponses concrètes faites par des professionnels, voilà, pour dérisquer, notamment parce que sinon la banque elle va pas nous suivre. Il va falloir quand même que je rentabilise ma machine qui coûte 3,5 milliards. Donc il va falloir que j'utilise le maximum d'outils pour connaître mon marché à l'avance, pour réduire mon risque. Parce que si j'y vais en mode YOLO, en investissement 3,5 millions, que j'ai pas du tout établi mon risque, que je connais pas du tout mon marché, en fait, on aura une énorme chance de perte versus un potentiel de gain, on ne sait pas, parce que voilà, on ne sait pas. Donc c'est pas établi. Donc on n'a pas établi le risque, donc on ne sait pas. L'inverse, donc là où on arrive sur l'aspect futile, c'est, moi je vais prendre le point de vue du coup, Xavier a bien donné son point de vue sur l'entreprise en Calédonie. D'ailleurs, tout le monde a à peu près le même avis sur l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. L'étude de marché, c'est pas forcément utile. Pour ce qui est de la théorie au niveau des startups, l'outil utilisé par les startups pour aller tester ce risque, aller voir s'il y a du risque, en fait, c'est d'y aller tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par la case étude, on va directement au marché. C'est ce qu'on appelle alors il y a des jargons, le jargon du start-upper, je suis désolé, ça fait partie de l'univers. Alors il y a le time to market. Le time to market, c'est, voilà, il faut minimiser le temps qu'on met à aller chercher nos clients. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, si on a un projet de start-up, un projet d'entreprise, il faut aller tout de suite voir les clients, parce que c'est eux le marché, c'est eux qui ont cette réponse.
Et c'est ça qui va vous permettre de diminuer le risque. Parce qu'en fait, si vous savez tout de suite, vous savez tout de suite s'il y a du marché, oui, potentiel de gain. S'il n'y a pas de marché, voilà, je sais ce que je... En fait, le risque, il n'y en a pas, puisqu'on est déjà sur le marché, on a déjà testé. Voilà, c'est déjà pas mal. Non, pour clôturer sur le message que moi j'aimerais passer sur l'aspect étude de marché, c'est peu importe, faites ce que vous voulez tant que vous allez vraiment tester votre marché, c'est-à-dire que tant que vous allez vraiment voir des clients et que vous allez vraiment voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que vous vendez. Si c'est pour vous mettre dans une tour d'ivoire et regarder de haut des statistiques macro sur le nombre de personnes qui est en Calédonie, j'estime que du coup j'ai 40 000 femmes qui blablabla, c'est du bullshit. Tant que vous n'avez pas la réponse réelle du marché, tant que vous avez déjà pas mis les maillots de bain sur les tondoirs, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter, vous ne saurez pas. Donc allez tout de suite vendre les choses. Et grâce au digital, c'est super facile. Vous montez une page Facebook, vous montez un site internet, vous faites un petit logo, vous mettez vos produits en vente et vous voyez ce qui se passe. Même si vous n'avez rien, vous voyez ce qui se passe, ça vous engage en rien. Bon, vous aurez peut-être des gens mécontents, mais bon, au moins vous saurez s'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter votre produit. Voilà. Ouais, j'abonde complètement dans ce que vient de dire mon collègue. C'est vraiment fondamental d'aller au contact de vos clients, de les écouter. Et quand je dis écouter, c'est vraiment écouter, être capable de lire entre les lignes, de poser des questions ouvertes, pas de rester formaté sur votre feuille, de prendre la température, de voir ce qui peut fonctionner. J'abonde complètement à l'idée, ok, on ne sait pas comment ça va réagir, mais on essaye. On essaye. Aujourd'hui, il y a des tonnes d'outils gratuits incroyables qui peuvent vous permettre d'aller très très rapidement au contact des clients potentiels et du monde entier, en vérité. Enfin, je veux dire, il faut quand même en être conscient. Donc aujourd'hui, si vous ne prenez pas cette opportunité-là, ça ne sert pas à grand-chose et je rejoins complètement, je souscris absolument à ce discours. Merci beaucoup. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse qui est très importante, alors je suis complètement d'accord. Dites-vous une chose, vous avez la chance, vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai fait des études en métropole, j'ai été banquière en métropole. La vie, elle n'est pas du tout la même. Je pense qu'une étude de marché en métropole, vous avez énormément de concurrence, c'est important. En Calédonie, vous ouvrez les yeux tous les jours, et on l'a entendu avec tous nos jeunes qui ont parlé avant nous, c'est qu'on sait ce qui manque, on sait ce dont les gens ont besoin et qu'on n'a pas en Nouvelle-Calédonie. Vous avez cette force et cette chance d'être dans un pays en plein développement. Il y a énormément de choses qui sont faites en Calédonie pour vous accompagner. On est là ce matin. Il y a des choses comme Initiative NC, Ostavoite, enfin, il y a énormément d'aides en Calédonie pour les entrepreneurs. C'est pas le cas partout dans tous les pays, mais vous avez cette chance-là où on est un pays en construction, où il manque énormément de choses. Donc moi je dis osez vraiment, vous pourrez être accompagné, études de marché ou pas, vous avez cette chance de, rien qu'en ouvrant les yeux, de voir ce que dans votre quotidien il vous manque, pour savoir là où il faut se positionner pour gagner de l'argent et travailler. Par contre, être entrepreneur, c'est beaucoup de travail. Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Sophie. C'est assez rigolo parce que tout à l'heure, on parle d'études de marché, on parle de marché. Tout à l'heure, quand tu as parlé de ton projet de boîte de nuit à Faïta, vous êtes la cible et voilà, juste en parler à sa cible et on a vu qu'il y avait une réaction. Voilà, c'est l'étude de marché qu'il faut. En parler. Moi, je suis en train de lancer un projet entrepreneurial. Je vais monter une agence de web marketing et digital en Calédonie. Et en fait, c'est pas encore monté. D'ailleurs, il y a le logo de ma future ancienne entreprise juste là. Et j'en parle autour de moi. Je vais directement voir mes clients. D'ailleurs, j'ai fait un repas avec Xavier la semaine dernière. Voilà, quels sont tes besoins? Est-ce que ça t'intéresserait? Toi, quelles sont tes problématiques? Comment je pourrais t'aider, etc. Et dans le cadre de mon projet,
c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on va directement au contact des clients, savoir de ce dont ils ont besoin, comment je peux les aider, etc. Et j'ai même pas commencé, je parle même pas de monter une structure légale, je sais pas du tout comment je vais envoyer des devis, etc. Aucune idée, mais j'ai déjà une quinzaine de prospects qui sont intéressés par ce que je vais proposer, que ce soit les compétences, que ce soit l'approche, etc., peu importe. Mais voilà, je suis allé voir les clients, je leur ai parlé, j'en parle autour de moi, et voilà mon étude de marché, quoi. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du répondant? Est-ce que potentiellement j'ai des clients? Oui, c'est bon, on y va. Non, si tu avais voulu monter une boîte à Païta, tu es arrivé aujourd'hui, tu avais dit bonjour, je veux créer une boîte de nuit à Païta. Là, tu t'inquiètes. Mais bon, tu as bien compris que tu étais sur la bonne voie. Alors, moi, je voudrais juste, dans ce qu'a dit Laurent et ce qui a été dit par les autres participantes, on voit qu'on n'est pas sur le même niveau de positionnement sur la file de marché si je suis entrepreneur individuel, si je suis sur une start-up ou si je suis sur une entreprise qui a un fonctionnement capitalistique important. Moi, je vais vous partager 2 expériences. Je ne suis pas start-upper, mais 2 expériences que j'ai partagées avec des start-upers. C'est que pour l'entreprise Bouscope Acier, un jour, je me suis levé et je me suis dit, on n'a pas de boutique en ligne, on ne vend pas en ligne. C'est un canal de distribution qu'on n'a pas. Et puis tout le monde y va et je ne comprends pas. En plus, c'était déjà 2 ans avant la crise Covid. Et donc j'arrive à une réunion de l'équipe de vente et je dis, on va monter une boutique en ligne. Ils vont tous regarder, on va vendre de l'acier en ligne, mais bien sûr, il faut arrêter fumer la moquette, c'est quand même dangereux. Et donc je dis non, on va y aller. Et donc on y est allé dans le sens, on est allé tester, parce que j'avais pas d'enjeu capitalistique. Donc, on s'est adossé à une structure existante et j'ai pas engagé de risque capitalistique pour l'entreprise. Donc j'ai pu me tester. Par chance, ça a fonctionné. Je n'ai pas compris pourquoi, mais en tous les cas, on essaye de comprendre pourquoi. Mais j'avais aucun risque, c'est-à-dire que si je perdais mon investissement, je ne mettais pas en péril l'entreprise. Donc effectivement, sur une approche non capitalistique, ou une approche d'entrepreneur individuel ou une approche de start-up, aller directement au marché, se tester, c'est une solution parce que je ne prends pas de risque. Et comme disait Laurent, ce qui est important, c'est de mesurer son risque et puis effectivement de venir incrémenter l'analyse de son risque quand on a effectivement une zone de risque importante. Puis j'ai une autre expérience, j'ai des clients, j'essaie d'être proche des clients aussi, qui viennent me voir, qui sont venus me voir régulièrement et me disent « Ah non mais tu sais, nouveau mode constructif en Nouvelle-Calédonie, maintenant on mélange béton et acier, avec le béton précontraint, on arrive à faire des bâtiments où il n'y a quasiment pas de poteau au milieu, et donc toi, tu n'as qu'à venir avec une solution à acier, des bacs acier. Donc, tu viens, donc, hop, tu achètes une nouvelle machine, tu reformes des bacs acier, et tu verras, tu prendras tous les marchés, puisque tu seras le seul sur le marché calédonien qui est capable de fournir des bacs acier pour nos solutions béton. Voilà. C'est intéressant, quand même. Si je peux prendre tout le marché en développant un nouveau produit, ça me branche plutôt. Et donc, j'ai partage avec les équipes, et donc effectivement, ils me disent, effectivement, on a perdu 2-3 projets parce que, enfin 1 ou 2 projets parce qu'on n'avait pas cette solution pour construire, donc il avait fallu importer des solutions acier pour compléter cette solution béton. Et donc, on se met en recherche de la solution technique. Comment est-ce qu'on fait des bacs acier? On fait des bacs acier avec un roll former et de l'acier. L'acier, ça va, je l'ai en stock, je sais faire. Et puis le roll former, donc la machine qui me permet de transformer les bobines d'acier en bacs d'acier, coût d'acquisition 100 millions. Là, j'ai dit, les gars, on va réfléchir quand même, on va prendre le temps d'analyser le marché. Et donc, je ne suis pas sur un même niveau de risque. Parce que c'est 100 millions machines, plus la faire venir, plus former les équipes, plus l'installer, trouver l'espace, créer un nouveau dock, etc. Et puis finalement, on a dit, on va faire l'étude de marché. Est-ce que vraiment j'ai un marché qui va me permettre de rentabiliser ou de couvrir mon risque? C'est important. Et en l'occurrence, en faisant notre étude de marché, on s'est aperçu que le marché, on aurait besoin de 75 ans pour couvrir le risque. Je dis, moi, à 75 ans, je mangeais les pissenlits par la racine. Et donc, il y a peu de chances qu'on y arrive. Donc,
la notion qu'a développée Laurent, elle est essentielle, le risque. Si j'ai pas de risque capitalistique, je peux la jouer au talent, au feeling, machin, etc. Je me planterai peut-être, ça réussira peut-être, ça ira vite, et donc effectivement, peut-être que je ne raterai pas le marché que j'ai identifié, et je vais me tester directement. Mais j'ai pas de risque. Si vous avez un risque capitalistique, vous êtes obligé de passer par une étude de marché formalisée. Obligé. Et puis bien faite. Pas un truc... on a regardé sur Internet trois analyses qui ont été faites. C'était pour le Poitou-Charentes, on se dit finalement l'académie c'est la même chose, etc. Parce que là, vous engagez l'entreprise, et l'entreprise, elle peut potentiellement se planter. Et ça peut être vrai pour des start-up. C'est-à-dire que si pour votre projet de start-up, vous avez besoin de lever des fonds, d'accord, chacun à son échelle, qu'est-ce que c'est qu'un montant élevé de fonds, hein, pour certains, 1 million c'est important, pour d'autres 100 millions c'est une routine quotidienne, mais à partir du moment où je lève des fonds, d'accord, c'est surtout quand c'est pas mes fonds à moi, aussi quand c'est mes fonds, mais quand c'est pas mes fonds à moi, quand c'est les fonds de mes actionnaires, effectivement je leur dois d'avoir une analyse rationnelle des projets que je propose et que je mène. Et donc quand on est start-up ou pas start-up sur des projets à risque où on engage un engagement capitalistique important, l'étude de marché bien faite est indispensable. Merci pour le partage d'expérience. Maintenant, je veux savoir si vous avez des questions. Levez la main. Vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de consulter l'entourage. Je voulais savoir du coup si vous vouliez des fois de consulter souvent ce qu'on porte finalement aussi dans la vie de nos proches. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui n'est pas dangereux finalement? Alors quand je dis l'entourage, c'est pas maman, papa et frères et sœurs, hein, d'accord, parce qu'on est jamais très objectif. L'idée de l'entourage, c'est moi par rapport à mon expérience, je rejoins ce qui a été dit, quand j'ai monté la première société clé en main, j'ai démissionné du jour au lendemain, je me suis levée un matin, j'ai dit bon, j'arrête, hop, bonjour, je m'en vais. Voilà. Ce qui a été fait, quand je dis l'entourage, c'est les proches, mais c'est aussi les collègues, donc c'est vraiment pas la famille directe, parce qu'on n'est jamais très objectif, on a toujours envie que nos enfants réussissent, notre frère et sœur, voilà, on est toujours très fan. Moi, je fais du wedding planner, donc je suis organisatrice de mariage. Quand j'accompagne une mariée qui choisit sa robe de mariée, il y a la maman qui voit, quelle que soit la robe, même si elle n'est pas la taille, même si ça ne va pas, elle est toujours super fan, elle adore la robe de sa fille, qui ne va pas du tout. Et moi, je suis là, objectivement, pour dire, non, en fait, ça ne va pas du tout, du tout. Il ne faut pas mettre ça, c'est moche. Voilà. Donc c'est ça en fait l'entourage, quand je dis l'entourage, et c'est ce que je disais un petit peu sur la Calédonie, c'est que quand vous êtes au quotidien, vous discutez avec des gens, vous rencontrez des gens, les jeunes, vous avez les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on voit ce qui peut fonctionner ou pas. C'est pas demander à papa et maman si demain on est le meilleur, parce que souvent pour papa et maman on est les meilleurs, mais c'est plutôt de communiquer avec les gens et de leur demander ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que si je fais ça, est-ce que toi tu vas aller acheter ça, ou est-ce que tu me ferais travailler pour ça, est-ce que ton frère et ta sœur à toi viendraient acheter ça, ou voilà, c'est plutôt ça. Quand je dis l'entourage, c'est les gens que vous fréquentez au sens large, et pas forcément la famille directe, quoi. Il y a un auteur qui a rationalisé cette méthode. Il a écrit un livre qui s'appelle The Mom Test. C'est un livre pour savoir si votre entreprise est une bonne idée ou non. En fait, le principe, c'est de construire ses questions et construire son étude de marché pour que même votre mère puisse vous donner des bons éléments de réponse face à votre entreprise. Donc, il y a quelques éléments, c'est assez rigolo. Il ne faut jamais demander si c'est une bonne idée ou non. Tout le monde vous dira que c'est une bonne idée. Ah ouais, trop bien, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'ils sont prêts à acheter? Vous en savez rien, ça vous avance pas plus. Et cette méthode, elle est assez rigolote parce que voilà, c'est
si en interrogeant votre maman, vos questions permettent d'avoir des éléments sur votre marché, sur si les gens sont prêts à acheter votre produit, etc., potentiellement tout le monde le pourra, et du coup, vous aurez des éléments de réponse. Voilà, The Mom Test par Rob Fitzpatrick. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a des cabinets de conseil dans l'Assemblée aujourd'hui, des cabinets qui font des études de marché, etc. Non, tant mieux. Non, c'est une catastrophe en Calédonie. Donc, moi, le conseil que je donne aussi, c'est internaliser vos études de marché, parce que il y a quelques fois où moi j'ai pu faire des demandes d'études de marché à des cabinets externes à l'entreprise. Le résultat, c'était pitoyable. Et donc, je le lance comme défi à ceux qui auront compris qu'il faut faire des études de marché. Moi, j'en ai tout au long de l'année qui sont engagés, des études de marché, des analyses clients. Et donc, si lors de vacances, de stages que vous avez à faire, ou de missions à réaliser, vous cherchez un exemple d'études de marché à réaliser, la porte est ouverte. Bien entendu, nous rémunérons nos stagiaires. Et donc, effectivement, on nous rémunère aussi au résultat. Donc, ne croyez pas que venir faire une étude de marché, c'est une promenade de santé. Ça nécessite de se triturer les neurones, de se faire mal à la tête, d'être innovant. Être innovant, c'est une chose essentielle. Évidemment, ce qu'on recherche, c'est pas des gens qui vont nous faire une compilation de ce qu'on trouve sur Internet. Donc, vous inquiétez pas, on vous rappellera si vous venez faire cet exercice avec nous, en quoi il peut être essentiel pour le développement d'une société. Et la deuxième question, c'était ? Si vous avez quelques conseils, pour en dire une bêtise, je vérifie juste au public qui est en face. Et la deuxième, c'est s'il y en a qui ont envie de faire des études de marché, venez me voir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez. Non mais c'est incroyable. Posez des questions, franchement. Oui. Combien de temps en moyenne l'étude de marché? L'étude de marché, ça peut durer 6 mois comme 15 jours. C'est-à-dire que 15 jours, vous serez plutôt sur une analyse, une enquête client, d'accord, comprendre le marché, comprendre le produit ou le service, et le service. Voilà, ça peut durer 15 jours si c'est parcellaire, et ça peut durer 6 mois si c'est plus complexe. Moi j'ai une question pour les étudiants de Pépite. Pour le cadre de votre produit, donc dans ce que vous voulez lancer, quelle est la plus petite chose que vous pouvez proposer à vos clients pour vérifier s'ils sont prêts à acheter votre service au sens plus large? Par exemple, moi, la plus petite chose que je puisse vendre à mes clients, c'est, mettons, 1 heure de conseil. Voilà, je leur vends, ça me coûte rien, j'ai pas besoin d'investir, j'ai pas besoin de partir, etc. Je vais aller juste les voir, leur dire est-ce que ça te dit de payer 10 000 balles pour que je te conseille pendant 1 heure. C'est le plus petit truc. Pour le cas de Xavier tout à l'heure, ce qu'il disait, là, pour son investissement, est-ce que je vais pouvoir me lancer en e-commerce, etc. La plus petite chose qu'il a trouvée, c'est qu'il a trouvé un partenaire qui faisait déjà du e-commerce, il lui a envoyé ses produits et il a fait un site e-commerce sans le faire pour voir s'il y avait du marché pour la vente en e-commerce. Donc voilà, l'exercice, c'est assez intéressant à faire. C'est qu'est-ce que je peux faire le plus petit pour aller tester mon marché sans avoir à investir un maximum de temps, d'argent, etc. Voilà, pour le... Vas-y. Moi, par rapport à mes maillots, je vais répondre, c'est juste, vu que je les design moi-même, je les fais faire et après je les reçois. Donc j'ai déjà plein d'échantillons en Nouvelle-Calédonie. Et la plus petite chose, c'est juste les porter moi et voir les gens autour s'ils les aiment bien ou pas. Et en général, quand il y a mes amis proches qui voient mes créations et quand ils les voient, oui, ils les veulent.
des copines qui ont déjà testé mes maillots et qui ont dit ah je les veux, parce que la qualité elle est... Ben, c'est de l'éconil, donc c'est à partir de matières recyclées et c'est vraiment doux, c'est vraiment une matière agréable à porter. Et quand je vais tester à mes copines, elles ont vraiment aimé. Et c'est le plus petit endroit de témoin, voilà, c'est ça. Ouais, effectivement. Et... Sans prendre 100 pièces directement de Calédonie, mais juste avec mes échantillons que j'ai créés. Ouais, c'est ça. Exactement. Prendre des échantillons, on les met sur Instagram et on voit s'il y a des gens qui sont prêts à les acheter. Voilà. C'est ce que je fais déjà. Ouais. Bah, c'est exactement la bonne solution. Vous voyez, elle n'a pas eu besoin d'investir dans des lignes de production, dans des tonnes de modèles, valider des modèles, faire une étude de marché et tout. Elle a pris Instagram, elle a mis un maillot échantillon et elle a vu s'il y a des gens qui voulaient l'acheter. Dans votre cas, qu'est-ce que ça pourrait être? Personnellement, vu que moi c'est la pâtisserie, j'ai déjà aussi fait une page Instagram avec les gâteaux que je propose, certains. J'ai déjà fait quelques ventes et également je peux proposer des échantillons. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? J'ai appris que beaucoup de personnes ont besoin de pouvoir acheter des gâteaux qui sont adaptés pour eux, donc tout ce qui va être allergie aux arachides, intolérance aux œufs, intolérance au lait, qui trouvent rarement ça dans les pâtisseries de base. Donc c'est une bonne chose pour moi et pour mon projet. Est-ce que avant de savoir ça, c'est ce que tu voulais faire déjà ou pas? Oui, j'avais déjà fait ça, notamment parce que y a le véganisme qui est ici, qui commence à vraiment être présent sur la Calédonie et que beaucoup de personnes ne peuvent pas, on va dire, se nourrir entre guillemets sur le territoire par rapport à ça. Donc effectivement, là, elle a validé son idée de base. C'est-à-dire qu'elle avait l'idée de faire quelque chose, elle a testé auprès de son marché, elle a vu que c'était ce que les gens attendaient et du coup elle a validé son idée, elle peut y aller, elle a diminué son risque de se lancer sur le marché. À mon niveau, j'avais été approchée par une entreprise qui m'avait demandé un conseil. C'était des personnes que je connaissais personnellement. Donc je l'ai fait avec grand plaisir. Il y avait un conflit ouvert dans la société entre deux salariés. Et donc il s'agissait de savoir si la médiation était préconisée dans ce cadre-là. Donc je rappelle que la médiation est un processus par lequel les parties vont décider de résoudre à l'amiable leurs différends sans passer par la voie du procès. Donc en ayant eu tout, parce qu'il se peut que parfois la médiation ne soit pas la solution, et ça il faut pouvoir l'entendre et l'accepter. Et dans ce cas-là, la médiation était particulièrement préconisée parce que les personnes avaient besoin de renouer le dialogue. Et la médiation permet de renouer le dialogue, et ça a été une expérience intéressante à mon niveau parce que j'ai pu la tester à titre gratuit. Merci, oui, parfaitement. Moi, je vais poser une question à l'ensemble. On a bien compris que vous étiez obligés d'être là. Mais du coup, nous, on prend notre temps de travail pour être là, pour vous expliquer. Donc aujourd'hui, si vous n'étiez pas obligés d'être là, est-ce que dans votre tête, vous auriez imaginé avoir des projets? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse dans vos études? Est-ce que vous vous projetez entrepreneur? Vous pouvez lever la main pour qu'on ait une idée de savoir qui serait emballé par être entrepreneur. Ah ouais, donc vous n'êtes pas si obligé que ça, c'est chouette. En tout cas, moi, j'insiste encore parce que je suis d'ici et que j'ai monté mes deux sociétés de rien. On est d'accord que quand c'est un investissement, l'avantage que vous avez ici en Calédonie, c'est que les études de marché, si ça vous paraît complètement compliqué, on parle d'outils, on parle d'aller chercher des informations, des fois ça paraît complètement compliqué. Alors moi, je suis très très mauvaise en maths, mais pourtant on réussit quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez, si vous avez besoin d'aller chercher des fonds, des finances, il y a beaucoup de choses qui vous accompagnent ici, et les études de marché,
que ce soit les banquiers ou les différentes sociétés qui peuvent vous accompagner sont là pour vous aider à les faire et à faire en sorte qu'elles soient efficaces. Et donc ça, c'est important. Il ne faut pas avoir peur en se disant « non, mais je ne sais pas comment faire, donc je m'arrête là ». Si vous avez un vrai projet dans votre vie, allez jusqu'au bout, parce que aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez être accompagné. Pépite d'entreprise, c'est un très bon exemple. Vous pouvez être accompagné et il ne faut pas s'arrêter en se disant je ne sais pas comment faire, donc j'oublie mon projet. Allez jusqu'au bout, il n'y a pas d'erreur, même les échecs peuvent vous apporter quelque chose pour un avenir futur. Et ça, c'est très important. On peut se planter. Ça, quand on n'a pas mis des millions et qu'on ne doit pas des millions à la banque, c'est pas très grave et on peut recommencer. Mais en tout cas, si vous devez demain investir financièrement, je pense à la boîte de nuit, je pense que c'est un investissement, je pense que le lodge, c'est un investissement, mais en Calédonie, vous êtes accompagnés et si vous ne savez pas comment faire, il y aura des gens qui vont vous aider et vous montrer comment faire. Par rapport à ce que vous dit Laurent sur tester la plupart des choses, j'apporte juste un point de vigilance. On n'est pas dans le monde des bisounours, dans le monde des affaires. Et donc n'oubliez pas qu'il y en a qui sont friands de copier vos idées. D'accord ? Donc à partir du moment où vous exposez votre idée au public, vous avez toujours le risque que quelqu'un vienne vous la piquer. Il y a peu de chances que vous puissiez déposer un brevet ou quoi que ce soit. Ça, c'est assez rare en Calédonie plus particulièrement. Surtout que c'est pas rentable pour le marché calédonien. Mais donc soyez toujours vigilants, c'est-à-dire que votre test, il faut le faire au moment où derrière vous pouvez dérouler rapidement pour pas qu'on vienne vous piquer votre idée. Parce que le risque, il est quand même là. Donc ça m'est arrivé. On est toujours très sûr de soi et puis finalement on commet aussi des erreurs. Et moi, ça m'est arrivé de tester quelque chose et puis effectivement quelqu'un l'a observé et il nous a piqué l'idée avant qu'on ait réussi à lancer notre projet. Donc soyez vigilants à ce point-là. Il faut toujours cadencer ces informations et être vigilant qu'on puisse derrière déclencher son projet sans se faire piquer l'idée, parce que parfois c'est assez facile. Juste une question pour ceux qui ont levé la main, vous étiez nombreux. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont envie de poser des questions pratiques? Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions concrètement? Parce que c'est le moment en fait. Ouais. Là, du coup, vous avez parlé du risque de se faire voler une idée lorsque vous testez le marché. Est-ce que vous avez d'autres risques, d'exemples de risques à prendre ou des erreurs à ne pas commettre lorsque vous testez le marché? Je te retourne la question. Quand tu montes une entreprise, qu'est-ce que tu dois considérer? Le marché, ouais. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vendrais? Voilà, le produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu montes une entreprise, monter une entreprise. C'est un... Ouais, t'as les fonds, t'as le marché, t'as le produit, et il manque plus grand-chose. La concurrence. Vas-y, continue. Et après, il y a plein d'éléments, ça peut être divisé de plein de façons différentes en fonction des points de vue. Mais après, tu as l'organisation interne, les compétences, les ressources humaines, le commercial, etc. En fait, chacun dépend de votre entreprise, chacun des éléments de la structure de votre entreprise peut être jugé et vu par le prisme du risque. C'est-à-dire que quand on se dit « Ok, je vais lancer une entreprise, est-ce que je suis compétent sur le sujet ?» Oui, non. Ok. Si non, je vais devoir me former. Ok, quel est le risque associé à la formation? Ouais. Est-ce que je vais devoir recruter? Ok, quel est le risque associé au recrutement? Effectivement, est-ce que je vais devoir avoir un investissement financier? Quel est le risque associé à ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va me demander du temps, de l'énergie? Et en fait, sur chacun des éléments de l'entreprise, tu n'as pas seulement ton marché.
Le marché, c'est quand même le plus important parce que c'est ce qui va faire rentrer les sous. Si tu ne fais pas rentrer les sous, tu auras beau avoir le meilleur produit du monde, bah, ça ne va pas marcher. Donc c'est un des premiers axes, mais effectivement, ce n'est pas le seul. Tu peux voir n'importe quels éléments de l'entreprise sous le prisme du risque pour essayer de voir comment, au global, ton projet est faisable ou non. Je rebondis juste sur ce que disait Laurent par rapport aux compétences. On dévie un petit peu de l'étude de marché jusqu'à la création d'entreprise, mais il y a aussi quelque chose de fondamental quand tu vas créer une entreprise, quand tu vas lancer un produit, quand tu vas commencer. Et il y a aussi le fait que tu peux potentiellement grossir vite, que tu peux potentiellement avoir des factures à émettre, que tu peux potentiellement ne pas être compétent là-dessus, et que du coup, il va falloir rapidement pouvoir trouver quelqu'un ou la ressource pour t'accompagner là-dessus. Parce que si c'est toi qui fais ton entreprise, si c'est ta personnalité, si c'est ce que tu crées, eh bien ça va être très focalisé sur toi. Je prends mon exemple du conseil de la formation où ça reposait exclusivement sur moi. Et au bout d'un moment, je me suis trouvée embêtée parce que j'avais trop de travail administratif, parce que j'arrivais pas à gérer ça. Donc l'objectif, c'est aussi à un moment donné de focaliser sur tes compétences à toi, sur les compétences qui font que tu vends ton produit. Si ton produit, c'est ton branding, c'est aussi toi. Il va falloir être super bien accompagné là-dessus, au niveau administratif, au niveau comptable, au niveau juridique, parce que parfois ça grossit et on ne sait pas comment faire. Voilà, donc c'est juste d'avoir ça en tête aussi. Et par rapport à votre question sur les erreurs à ne pas commettre en études de marché, donc spécifiquement sur les études de marché, ne jamais oublier le volant légal et réglementaire. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Je veux lancer un produit qui est considéré comme non commercialisable en Calédonie, ça va être compliqué. Donc c'est un point essentiel. Et quel va être le coût du respect des dispositions légales et réglementaires. Un point de vigilance, j'ai fait le choix aujourd'hui de venir à notre café d'aujourd'hui et je ne suis pas allé à la grand-messe de la présidente de l'autorité de la concurrence. Donc pour vous dire que j'ai fait quand même un choix engageant. Mais aujourd'hui, si vous travaillez une étude de marché, soyez toujours très vigilant au niveau de l'étude de la concurrence. Il y a des dispositions légales et réglementaires sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans nos échanges avec les concurrents. Et donc on peut tomber très facilement dans l'entente à partir du moment où j'écoute, éventuellement je discute avec mes concurrents. Donc ça c'est aussi une zone de risque qui est importante. Et puis quelque chose de beaucoup plus subjectif, qui est toujours compliqué, c'est quand je suis à l'écoute de mes clients, ne pas exaspérer mes clients. Donc le pire, c'est les enquêtes clients qui durent 50 minutes. Là, même le meilleur des clients que vous avez, au bout d'un moment, il va vous appeler, il va dire « tu me casses les oreilles ». Donc il faut trouver les bons équilibres, c'est beaucoup plus subjectif. Mais moi, c'est 3 zones de risque que je vous invite, sur lesquelles je vous invite à être vigilant. Il y a un risque aussi, quand on est jeune entrepreneur, qui est important, c'est se décourager. On peut être très vite découragé parce que, alors autant on peut avoir une société qui démarre d'un coup et on se retrouve surchargé de travail et c'est compliqué. Et il y a des fois où quand on est entrepreneur, on commence tout petit, puis d'un coup il faut monter une marche. Et des fois quand on monte cette marche, on est obligé de prendre un comptable, d'embaucher du personnel. Et quand on a cette marche-là, des fois ça marche tout de suite un peu moins bien parce qu'on a des charges qui augmentent. Et on n'a pas forcément tout de suite le volume qui est équivalent à cette marche qu'on a montée. Donc ça peut être un moment de découragement, mais pareil, on peut aussi commencer une société et puis elle met 1 an et demi avant de vraiment commencer à se développer. Donc ça, c'est très important. Le risque, c'est quand vous croyez en votre produit, que vous avez fait une bonne étude de marché, que vous avez été suivi et accompagné. Pensez que des fois ça prend du temps, ou des fois prendre la décision de monter une marche, ça c'est un vrai risque. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine que je m'agrandisse, ou est-ce que finalement je prends moins de clients, je refuse du travail, mais je reste à mon niveau parce que je sais que là, je gagne de l'argent, je fais de la qualité, alors que si je monte cette marche-là, peut-être que je gagnerai moins d'argent parce que je vais avoir des charges supplémentaires et du coup ça c'est un vrai risque et ça fait
dans la vie de l'entreprise, en tout cas, ça c'est hyper important. Parce que c'est à un moment donné, il faut se poser ce genre de questions. Et nous, c'est arrivé chez Clé en Main, en tout cas. On est passé de 1 à 5. Et ben, il y a eu un moment où on s'est dit, ah mince, peut-être que finalement, c'était mieux avant. Et parce que c'est difficile, parce qu'on a des responsabilités. Quand on a des employés, après, il faut gérer les employés, il faut gérer les maladies des employés, il faut gérer le management, tout simplement, savoir déléguer. Et des fois, ça, c'est un vrai risque quand on est une petite entreprise et qu'on doit devenir un peu plus grande. Et là, c'est aussi un moment où il faut réfléchir au marché, se dire, est-ce que ça vaut la peine ou pas de monter cette marche-là? Je voulais mettre un peu de nuance avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, notamment sur la notion de risque, pour essayer de faire moins peur par rapport à ce qu'on a pu dire. C'est une vision assez française d'avoir peur du risque. C'est-à-dire que quand on est français, on se dit putain, c'est du risque, c'est un potentiel d'échec, ça fait peur, ça angoisse. Moi, le premier, on va dire, je suis dans la phase bisounours où c'est bon, je suis en train de monter ma boîte, je suis trop content, j'ai potentiellement des clients, etc. Mais avant ça, j'étais en PLS à faire des crises d'angoisse, à me demander ok, est-ce que j'y vais, voilà, potentiellement, est-ce que je vais avoir des clients, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai les compétences, etc. J'étais au bout de ma vie, et ça, c'est quelque chose de très français. Si on prend le côté anglo-saxon, eux ils sont à l'inverse. C'est-à-dire que, et vous devriez aussi considérer l'inverse, c'est-à-dire que chaque échec, chaque risque, chaque on va me piquer mon idée, chaque élément qui potentiellement va vous faire perdre quelque chose, c'est une opportunité de vous améliorer. C'est-à-dire qu'effectivement, désolé Xavier, mais si on lui a piqué l'idée, c'est qu'il n'a pas été assez bon. Voilà, simplement. C'est-à-dire que, voilà, ou pas assez rapide. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Être plus rapide au marché. Voilà, time to market plus rapide, simplement. Si on a un risque légal, voilà, on se confronte à la légalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et dans le risque, c'est pour ça que c'est bien de le poser de façon non émotionnelle et rationnelle, parce qu'on se dit, ok, quel est le risque? Quelles sont les solutions pour m'améliorer? Quelles sont les solutions pour trouver de nouveaux axes pour améliorer mon produit? Et on dit toujours, on trouve beaucoup plus de réponses dans l'échec que dans la réussite. C'est facile de regarder toutes les boîtes. Ça, c'est un truc qui s'appelle le biais du survivant. Je vous conseille de vraiment rechercher ça sur Google. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est que des gens qui ont réussi. Mais derrière une personne qui a réussi, il y a eu 100 échecs. Et il y en a encore 100 de plus sur le carreau. Et c'est pas grave, parce qu'ils ont beaucoup plus appris que ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi, comment ils font pour mieux réussir? Ils sont passés par des échecs. Alors, le chemin n'est jamais tout droit. Et ça sera le cas pour vous. Donc la meilleure façon d'aller, c'est pour ça que moi je dis allez tester tout de suite, c'est qu'en fait, plus vous irez vite tester, plus vous aurez des réponses, plus vous ferez des échecs. Et ça, c'est une mentalité qui est assez intéressante, parce que voilà, c'est une boucle. On va tester, on mesure, on corrige, on va tester, on mesure, on corrige, on va tester, on mesure, on corrige. C'est de l'apprentissage, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et ça, écouter les gens faire et écouter et se demander, et faire des plans, faire des business plans, faire des études de marché, etc. Ça vous confrontera jamais à la réalité des choses. Même si ça fait peur, c'est pas grave, vous y allez, et au moins vous aurez une réponse, vous saurez. Merci de me rappeler que j'ai été mauvais ce jour-là. En l'occurrence, la vie d'entrepreneur, si vous êtes au bout de votre vie tous les jours, hein, ça c'est quand même une réalité. Hein. Vous allez tester vos capacités au quotidien. C'est ça être entrepreneur, hein. C'est être au bout de sa vie tous les jours et se dire, bon, quoi qu'il en soit, j'avance. Et le pire dans une entreprise, c'est une entreprise qui se met à l'arrêt, d'accord, et qui regarde les trains passer. Alors là, c'est clair qu'elle ne va pas vivre longtemps. Et donc, tu as 1000 fois raison, Laurent. Et des échecs, parce que l'entrepreneur qui vous dit qu'il a eu que de la réussite, il vous raconte des bobards. Hein. Ça, c'est certain. C'est plutôt dans nos échecs qu'on apprend que dans nos réussites, en l'occurrence. Et donc, on est au bout de la vie tous les jours.
je ne vous parle pas de la relation avec les salariés, etc., parce que c'est ce que vous allez faire majoritairement quand vous serez chef d'entreprise. Mais vous êtes au bout de... Et il faut trouver les capacités pour prendre de la hauteur, décider et continuer d'avancer. C'est ça qui est sympa, parce que au moins on n'est pas dans la gare à regarder les trains passer, on prend le train. Ouais, moi je souscris aussi complètement à ce qui vient d'être dit. J'aime bien l'idée de, comment tu appelais, le biais du survivant. Ouais, ça c'est sympa. Moi je faisais un truc quand j'ai démarré, parce que j'étais aussi en PLS plusieurs fois par jour. Et en fait je faisais toujours le worst case scenario. C'est quoi? C'est faire le pire scénario. C'est-à-dire, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Au pire, je vais pas trouver de client. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Au pire, je dépense tant d'argent pour mettre ça en place, etc., pour mettre ce projet, et puis je les perds. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrivais finalement à la fin, j'étais clocharde, mais bon, je me disais, il y a quand même mes parents qui peuvent être là pour m'aider à un moment donné, ou je peux toujours aller chez un pote. Quand vous avez peur, pour tuer la peur, vous faites ça. Vous faites le pire scénario. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Et vous verrez qu'en fait, au pire, il ne se passe jamais grand-chose. À moins que vous alliez convaincre votre banquier, et encore, ce serait un âne s'il vous donnait beaucoup d'argent sans aucune garantie derrière. Donc, à moins d'avoir fait une énorme bêtise, il ne se passera pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, tuer la peur. Moi, je rebondis exactement. Moi, je travaille, comme je vous l'ai dit, ma plus grosse société sur les deux, c'est l'événementiel. Vous imaginez, après 2 ans de Covid, comment je suis tous les matins quand je me lève. C'est-à-dire que nous, pour vous donner un petit peu un historique de ce que c'est le Covid quand vous travaillez dans l'événementiel, c'est vous, 1 ou 2 mois de confinement, nous, c'est 7 mois sans autorisation de travailler. Alors, l'année, elle fait 12 mois pour tout le monde. Donc, quand une société ne travaille pas 7 mois alors qu'elle a 5 employés, c'est très compliqué. Que la réponse en Calédonie, c'est je vous donne 300 000 francs d'aide, c'est bien, ok. Quand j'ai 2-3 millions de charges par mois, 300 000 francs, c'est bien, je suis contente. Voilà, et donc c'est 7 mois sans travailler sur 2020 et 7 mois sans travailler sur 2021. Aujourd'hui, on paye ces 2 ans, on doit les rattraper parce que c'est compliqué. Mais on y croit encore parce qu'à la différence d'autres, il y en a, ils sont restés sur le carreau, ils ont arrêté leur société. Nous, on a réussi, malgré tout, à conserver nos clients, à retrouver la patate, l'envie de travailler. Mais c'est du combat tous les jours. Et être entrepreneur, c'est ça. On a des concurrents qui se montent tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens comme vous, demain, qui vont vous dire « Ah moi, je suis super organisateur d'événements, et je vais monter ma société. » Et nous, en tout cas chez Clé en Main, la mission c'est de dire « Ok, il y a un nouveau concurrent, nous on est là depuis un peu plus longtemps, on va leur montrer que ok, ils sont bons, mais nous on est meilleurs. » Parce que justement, la concurrence, ça aide à ça aussi. C'est pas dénigrer la concurrence, ça sert à rien, dire « Non mais moi je suis meilleur que lui », non. Moi, je vais lui montrer que je suis bon et que je reste parce que mon travail fait que je suis meilleur. Et dans votre étude de marché, savoir qu'il y a des concurrents, c'est pas parce que vous avez beaucoup de concurrents que vous n'allez pas fonctionner ou vous n'allez pas développer votre entreprise. Parce que être entrepreneur, c'est aussi votre tête qui fonctionne. Si vous avez cru en votre projet, c'est qu'il est bon. Si vous avez démarché et que vous vous êtes dit « Non, mais moi, là, mes clients, ils sont réceptifs à ce que je veux leur proposer. Ok, il y a 50 boîtes qui font comme moi, mais moi, je vais être différent et meilleur. » Et je rebondis à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, ok, on a eu, moi, des idées, j'en ai 3000 par jour. À chaque fois que je me lève, je dis à mes collègues « Tiens, j'ai eu une idée cette nuit. » Non, retourne dormir et puis tu reviens après. Mais des idées, j'en ai eu 50 000 depuis 7 ans que j'ai Clé en Main. Typo Factory en fait en partie, c'est une idée sur un matin où je me suis levée, je me suis dit tiens, il manque ça. Mais avoir des idées quand vous êtes entrepreneur, c'est ça qui est important. C'est jamais rester toujours uniforme. Vous avez, alors les maillots de bain aujourd'hui sont en telle matière, dans 3 ans, ça sera peut-être plus la matière à la mode. C'est ça qu'il faudra faire, savoir se dire ok, alors ça fait 3 ans que je fais ça, mais c'est plus ça que les clients ils veulent. Je reste sur mon produit, mais je l'améliore, je suis les tendances, je trouve une nouvelle idée parce que celui-là, il marche moins bien, mais je sais être bon pour faire autrement et continuer à être présent sur le marché.
C'est ça aussi la concurrence et l'entrepreneuriat. Et maintenant, c'est des conseils à donner. Si vous avez un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui sont là et ceux qui voudraient rejoindre Pépite, peut-être l'année prochaine. Alors moi j'ai une phrase, alors c'est pas du tout les mêmes, moi je suis un bisounours, je suis un vrai bisounours. Depuis que je suis jeune, moi je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans et j'ai financé toutes mes études en travaillant seule, parce que moi j'ai pas maman et papa derrière. Et j'ai toujours une phrase depuis que je suis jeune qui me suit et je trouve que ça reflète bien l'entrepreneuriat. C'est Walt Disney, bisounours. C'est si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc si vous avez la motivation, l'envie, que vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison de ne pas y réussir. Ben, ça rejoint, alors c'est dit avec des mots un peu plus rationnels, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que testez, allez-y, mettez ça dans tout, dans vos processus, dans la façon dont vous travaillez, dans la mentalité que vous mettez dans votre entreprise. Testez, allez, mettez-y de l'envie et allez tester, allez directement, faites les choses. Faire les choses, c'est beaucoup plus important que les imaginer. L'idée principale que je voudrais aussi ressortir, c'est une idée, ça vaut rien du tout. Une idée, ça vaut rien. Une idée, ça vaut pas un clou. Si vous avez une idée, il y a beaucoup de gens, je pense, comme Audrey, qui ont à peu près 5000 idées par jour. Ce qui fait la force d'une idée, c'est ce que vous serez capable d'en faire. Voilà. Donc testez, allez-y et faites quelque chose de vos idées. Deux choses pour moi c'est essentiel, c'est faites-vous plaisir, donc allez-y, lancez-vous, faites-vous plaisir parce que c'est ce qui nous anime tous les matins, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, bien qu'on soit au bout de notre vie toutes les 5 minutes. Mais faites-vous plaisir parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et dans vos études de marché, dans votre relation client, soyez fidèles à vos clients. Moi, je dirais quelque chose qui me vient plus de mon expérience en accompagnement en gestion de carrière. Connaissez-vous. Connaissez vos forces. Souvent, vous ne savez pas. On ne sait pas. J'ai même des gens à 40 ans qui viennent me voir en reconversion professionnelle qui ne savent pas quels sont leurs points forts, quels sont leurs points de développement. Connaissez-vous. Sachez ce qui fait votre valeur ajoutée. Demandez à vos copains. Tiens, qu'est-ce qui est ma plus grande qualité d'après toi? Qu'est-ce qui fait qu'on est potes? Qu'est-ce que t'aimes bien chez moi? Eh oui, connaissez-vous, parce que c'est ça demain qui va faire que vous pourrez mieux identifier vos forces et votre value proposition. C'est quoi? C'est la proposition de valeur, c'est ce que vous savez faire vous, finalement. Donc ayez ça en tête, ayez-en conscience. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Et je vous donne la parole à Naomi. On peut les applaudir déjà, merci pour leur temps. On peut applaudir Manon qui vous a introduit le sujet, et puis c'est pas facile de parler pour moi. Du coup, je vous propose de poursuivre. On a un petit déjeuner qui est servi dehors. Si vous voulez poser des questions, bien parler avec les intervenants. Ils ont encore le temps de rester 5-10 minutes et je pense qu'ils seront ravis de répondre à vos questions. Et je suis là également si vous avez des questions sur Pépite. On sera aussi au salon des études supérieures. On aura un stand avec des étudiants entrepreneurs. Donc n'hésitez pas à être curieux. C'est un dispositif qui est fait pour vous. Et comme le disait Audrey et tous ceux qui sont là aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent en Calédonie pour vous aider, vous accompagner. Vous n'êtes pas tout seul. Donc utilisez-les et soyez curieux. Merci.